Salutations, comment allez-vous? Bienvenue dans ce troisième épisode On construit le Colisée, voilà, en Lego. Alors c'est pas vraiment des Lego, c'est des sortes de micro-blocs. Regardez la taille, c'est tout petit. Voilà, nous en sommes ici. Donc on a fait carrément la base, donc ça c'est vraiment, vous savez, c'est l'intérieur du Colisée. Et ça y est, on est un tout petit peu en relief par rapport au socle. On va commencer à élever notre Colisée tout en regardant évidemment un documentaire sur le Colisée. Encore une fois, disclaimer, nanana, je me fais pas de pognon sur leur dos. Regardez le nombre de vues de cette vidéo. Réfléchissez 2 minutes. Là, aujourd'hui, c'est Colisée, grandeur et décadence de Rome. Donc un documentaire de 2017 sur la chaîne Jade Docs and Movies. Jade Docs and Movies peut-être. Voilà. Et voyons ce qu'ils ont à nous dire. C'est un documentaire de 49 minutes, donc c'est à peu près la taille de la vidéo, je pense que ça va faire. Enfin, la durée. Et je suis la ville antique de Rome. Et je suis à 9, l'étape 9 sur 30, je crois, 31, je sais plus, quelque chose comme ça. Let's go. Une cité non, 10, pardon. De 3000 ans. Durant 5 siècles, la puissance de l'Empire romain est restée inégalée dans le monde. Dans le centre historique de la ville, un édifice à couper le souffle témoigne encore de cette époque, le Colisée. Ce monument reflète toute l'évolution de l'Empire romain, depuis son essor jusqu'à sa chute. Pendant des siècles, cet ancien théâtre a gardé le secret sur l'Empire qu'il a vu naître et les milliers d'individus qui ont péri dans ses murs. S'il fallait que des gens meurent, alors ils mourraient. Pour les Romains, ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, les scientifiques effectuent des découvertes révolutionnaires grâce à des technologies de pointe qui permettent notamment une analyse sans précédent des ossements de gladiateurs vaincus. Comment les Romains de l'Antiquité ont-ils organisé dans cette immense arène des spectacles capables de subjuguer les foules? Et comment ont-ils inventé une forme de divertissement capable de porter la voix de Rome jusqu'aux confins de l'Empire? Pour élucider ces mystères, il n'y a qu'une seule chose à faire: démanteler pierre à pierre la structure du Colisée. Nous allons faire éclater ces arcades et ces galeries, nous confronter au plus près à la vie et à la mort dont ces murs ont été témoins, et révéler les secrets dissimulés à l'intérieur de cette merveille de l'Antiquité. Les gars, micro-pause. Je dois chercher des machins comme ça. Vous voyez, avec les bords ronds. Je dois en trouver 16. C'est l'enfer. J'en ai actuellement 4, 5, 6, 7. Et je galère déjà à les trouver. Voilà. Fin de l'intervention. Ça va durer un bon moment. Le Colisée. Un complexe gigantesque situé en plein cœur de la ville antique de Rome. Ce cirque est placé sous le signe de la mort et de l'émerveillement. Les spectacles prodigieux qui s'y déroulent alors ont le pouvoir de consolider la stabilité de l'Empire. Mais les indices enfouis au plus profond de ces murs nous révèlent que ce monument est bien davantage qu'un théâtre. Le Colisée continue de nous faire vibrer, aujourd'hui encore. En le voyant, on éprouve la même fascination que les citoyens romains qui s'y pressaient pour assister au spectacle. À l'heure actuelle, des équipes de scientifiques mènent des recherches d'une ampleur sans précédent dans les entrailles du bâtiment. Ils élucident les mystères de ce cirque antique et nous révèlent comment, durant 500 ans, les secrets de ce qui est désormais une immense ruine ont contribué à asseoir la domination de l'Empire romain sur l'Europe et au-delà. Ah, j'ai un mail. Sa monumentale structure extérieure cache un réseau complexe de piliers, d'arcades et de voûtes qui supportent la charge colossale de ces 250 000 tonnes de pierre. 1, 2. C'est grâce à cette prouesse architecturale. Allez, j'en ai que 10. s'adresse à 50 mètres au-dessus du niveau 11. de l'eau. Les gradins sont suffisamment vastes pour 12. accueillir 80 000 personnes. Que 4. Sous l'arène court un labyrinthe souterrain de galeries et de travées. Son 13. idéal occulte est l'antre du plus sanguinaire des serviteurs de l'Empire, le gladiateur. Indissociablement lié à ces hommes qui ont combattu dans son arène, le Colisée reste le monument le plus emblématique de l'Empire romain. Aujourd'hui encore,
le Colisée reste un édifice impressionnant. Mais le plus intrigant des mystères qui l'entourent ne tient peut-être pas à la manière dont il a été construit, Ah, là, il y en a. mais aux raisons pour lesquelles il a été bâti sur un site aussi improbable. Là, il n'y a plus que 2. Le géologue Guido Giordano a consacré de nombreuses années à étudier ce monument extraordinaire. D'après lui, l'emplacement choisi pour sa construction n'a rien de fortuit et pourrait même apporter un éclairage sur un épisode décisif de l'essor de l'Empire romain. Le Colisée est juste derrière moi. Et un peu plus loin se trouve le quartier des affaires de Rome. Le Colisée a été bâti en plein milieu de la zone qu'occupait le centre politique de Rome Vous voyez, durant hein. l'Antiquité. Un emplacement incongru pour un lieu de divertissement tel que cette arène. Mais alors, pourquoi a-t-il été Je peux construit pas à cet faire un endroit? peu de... Guido pense que des éléments de réponse sont Voilà. trouvés sous le parc qui entoure le Colisée. Il y a une meilleure... vous avez une meilleure On a fait des focus. découvertes ici, sur ce site de fouille. Ce qu'il y a là-dessous est extraordinaire. Elle est plus qu'un. Ces pelleteuses dégagent d'énormes quantités de terre de la butte qui avoisine le Colisée. Sous le poids considérable de toute cette terre, les flancs de la colline avaient commencé à s'affaisser. Cela a révélé des structures souterraines jusqu'alors insoupçonnées. Guido entreprend de les explorer pour percer les mystères de l'étrange emplacement du Colisée. J'en ai vraiment trouvé 16. Je suis content. C'est monumental, regardez les dimensions de ce lieu. Et 12, Il y a je des trouve fresques ça. sur toutes les parois, magnifiquement peintes et dans un état de conservation admirable. Contre toute attente, les collines qui entourent le Colisée renferment un vaste palais abandonné, tombé dans l'oubli depuis 14 siècles. 7, 8, Ici, on voit une couronne. Et là, il y a un aigle. 11. La beauté de ces fresques montre sans le moindre doute possible qu'il s'agit de la résidence de quelqu'un de très haut placé. Sous la direction du professeur Alessandro D'Alessio, une équipe de conservateurs travaille jour et nuit pour éviter que le poids du parc qui surplombe ce palais n'entraîne de nouveaux éboulements. La masse que représente ce parc contribue à aggraver le problème. C'est pour cela qu'en surface, on s'emploie à retirer le plus de terre possible. En raison de l'immensité de ce palais enterré, les travaux de sauvegarde semblent interminables. La zone sur laquelle on travaille a une surface d'à peu près 16 000 mètres carrés. C'est l'équivalent de 3 terrains de football. On mène une lutte sans relâche, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Comment ce luxueux palais s'est-il retrouvé enterré à 2 pas du Colisée? Guido pense que la réponse tient à l'extravagance même de son architecture. Une véritable cascade devait dévaler par ici, avant de poursuivre sa route dans cette conduite. Cette eau sous pression était canalisée et elle allait finalement déboucher en plein milieu de cette pièce, sous la forme d'un immense jet d'eau. La démesure et l'opulence de ce palais autrefois majestueux transparaissent clairement dans certaines des fresques que Guido découvre d'un bout à l'autre du site. Regardez l'attention portée à cette corniche là-haut. Et ces fresques, leurs couleurs sont tellement belles. Celle-ci représente un mur d'enceinte, à l'intérieur duquel on aperçoit de magnifiques jardins, ainsi qu'un lac. Il devait s'agir du mur d'enceinte de ce palais. Guido pense que si le Colisée a été construit sur le domaine du palais, c'est parce qu'il s'agissait d'envoyer un signal fort au peuple. Comparé au palais, le théâtre s'inscrit dans une approche très différente. Rien dans le Colisée n'obéit aux caprices d'un individu. Au contraire, tout n'y est que hauteur de vue et aspiration supérieure. Hop là. Cet édifice est un message adressé aux Romains ordinaires. En vrai, là, Ce palais est à eux. ce que je suis en train de faire, c'est vachement stylé, tu vois. Citoyens, en échange du divertissement qu'il leur offre. C'est assez Devant son satisfaisant. entrée se dressait autrefois un colosse. Une statue monumentale à laquelle le monument doit son nom. Plus haut que la statue de la Liberté, ce mastodonte de bronze représentait le dieu Soleil. Mais à l'origine, ce monument était à l'effigie d'un empereur. Le parcours de cette statue contribue à lever le voile sur le destin funeste du palais. Guido pense qu'il a été bâti par Néron, l'un des empereurs les plus haïs de toute l'histoire de Rome. L'état des pièces du palais nous donne un aperçu de l'ampleur de son impopularité.
On a remblayé, c'est ancien. On a pris la peine d'ensevelir cette magnifique pièce qui est pourtant immense. Et Guido identifie également des traces de pillage. Tous ces trous dans les murs ont été faits pour déceler et voler le marbre qui les recouvrait. Il semblerait que le sol lui aussi ait été soumis au même genre de traitement. Il est probable que ceux qui ont fait cela détestaient la personne si riche qui avait vécu ici, au point qu'ils ont décidé de démonter tout ce qu'ils pouvaient emporter. Le peuple de Rome voue une haine féroce à l'empereur Néron, au point de le pousser au suicide. Après sa mort, les Romains détruisent son palais mégalomaniaque, qu'il avait construit sur un terrain confisqué à la collectivité. Ces terres ont été dévastées lors du grand incendie survenu à Rome en 64 après Jésus-Christ. Mais au lieu de reconstruire des habitations pour la population, Néron se fait édifier un palais. Il y adjoint un immense lac de plaisance, ainsi qu'une statue à son effigie. À la mort de Néron, son successeur fait raser le palais. Mais la statue est conservée. Le nouvel empereur restitue les terres confisquées au peuple de Rome, assèche le lac de Néron et bâtit un amphithéâtre à son emplacement. La statue est installée devant l'entrée après avoir été modifiée pour prendre les traits de Sol, le dieu solaire. La construction du Colisée doit servir de cadeau aux citoyens romains dont il s'agit de récupérer l'adhésion. Vespasien, le nouvel empereur, a compris que pour conserver le pouvoir, il doit démontrer à tous qu'il ne partage pas l'égoïsme de Néron. Regardez, c'est stylé. Ça y est, ça va se construire. Son prédécesseur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce palais est enfoui à l'abri des regards. Après les excès égotistes de Néron, le Colisée marque le début d'une nouvelle ère. C'est un édifice où les Romains ordinaires viennent célébrer la puissance de leur empire en pleine expansion. Ce qu'ils viennent voir, ce sont des combattants prêts à mourir en l'honneur de l'empereur. Les gladiateurs. Fièrement dressé dans la capitale de la Rome impériale, le Colisée est tout à la fois un lieu de vie pour son peuple et une arène où règne la mort. Cet amphithéâtre géant relaie le message du pouvoir en place. Soutenez-nous et nous nous chargeons de vous divertir. Les vedettes du spectacle sont sans conteste les gladiateurs. Mais ces combattants mythiques restent très mal connus. À l'ombre des arcades et des colonnades du Colisée se cachent des indices fascinants sur l'univers des gladiateurs. 7. Ok. 2 comme ça. Ces combattants sont alors l'attraction la plus courue de tout l'Empire, et ils couvrent un spectacle semblable à nul autre. Le dédale de murs de briques qui serpentent sous le Colisée dissimule dans ses profondeurs un accès secret à leur monde mystérieux. Cette entrée mène à une galerie longue de 55 mètres que les combattants empruntent pour pénétrer dans l'arène. Il y a 2000 ans, l'autre extrémité de cette galerie reliait l'arène à la mythique école de gladiateurs de Rome, la caserne Ludus Magnus. Directement adjacente au Colisée, c'est alors en ce lieu qu'est façonné le plus efficace instrument de propagande de Rome, le gladiateur. Mais un mystère subsiste. On n'a jamais exhumé sur le site du Colisée le moindre ossement de gladiateurs qui nous en apprendrait davantage sur leur mode de vie. N'était-il que des soudards que l'Empire sacrifiait sans état d'âme? Fabian Kantz veut mieux comprendre le statut de ces combattants des arènes. C'est quelque chose de très émouvant pour moi. Quand j'étais petit, j'ai bien évidemment vu des films de gladiateurs. Alors manipuler aujourd'hui le crâne d'un véritable gladiateur, c'est pour moi une expérience fascinante. Fabian a mis au jour des vestiges extraordinaires. Il s'agit des seuls ossements de gladiateurs jamais retrouvés. Ils ont été découverts sur le site d'un amphithéâtre situé à la limite de l'Empire, sur le territoire de l'actuelle Turquie. Nous avons 2 crânes de gladiateurs. De tels ossements sont évidemment d'une très grande rareté, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien de gladiateurs. Ils proviennent du seul cimetière de gladiateurs rigoureusement authentifié comme tel, dans lequel les tombes présentent des inscriptions uniques. Cimetière de gladiateurs. Ces crânes ont été retrouvés à côté de pierres tombales sur lesquelles étaient représentés des gladiateurs en train de combattre. C'est un Ils bel étaient par indice. ailleurs situés à proximité du site de l'arène elle-même. Et ils présentent clairement des traces de blessures mortelles. Ces restes si précieux fournissent à Fabian une occasion unique d'approfondir ses recherches
et de découvrir de nouveaux renseignements sur la vie du gladiateur dans la Rome antique. Les deux individus sont des hommes. Ils ont entre 25 et 30 ans. Ici, on peut identifier un traumatisme contondant très important. Il a pu être provoqué par une dague ou peut-être par un trident. Les traumatismes contondants au crâne sont bien évidemment mortels. Cette personne n'a pas pu réchapper de cette blessure. Mais on a aussi retrouvé de nombreux traumatismes qui ont guéri, comme ici par exemple. Ce traumatisme à la tête s'est particulièrement bien ressoudé. Fabian pense que la guérison de cette blessure au crâne peut nous en apprendre davantage sur la manière dont ces hommes étaient traités par l'Empire qui les plaçait à son service. Ok. Pour cela, Fabian doit réaliser une coupe transversale de l'os crânien. On va à présent découper une section de cet os ressoudé. Juste un. Cela nous permettra de savoir comment la blessure a été soignée. Observé au microscope, l'échantillon de crâne révèle une information extraordinaire. Voici une coupe transversale correspondant au centre de la partie ressoudée du crâne. Il n'y a pas eu d'infection, ce qui veut dire que la blessure a été nettoyée par un professionnel qui a retiré un à un les fragments d'os susceptibles d'avoir été présents dans la plaie. Cette blessure a été soignée et nettoyée dans de très bonnes conditions, immédiatement après l'accident. Fait remarquable, un grand nombre des ossements retrouvés sur le site de fouilles de Turquie présentent des signes de guérison similaires à ceux que Fabian vient de relever. C'est sidérant. D'après mes observations, je dirais que les gladiateurs ont bénéficié des meilleurs soins médicaux existants à l'époque. 7. Loin d'avoir été des brutes sacrifiés à tour de bras, Fabian estime que ces hommes étaient plutôt considérés comme des athlètes respectés. Pour moi, ces traces de soins médicaux suggèrent fortement que le propriétaire de ces individus s'est soucié de veiller sur eux afin de préserver son investissement. Il a fait le nécessaire pour que ces gladiateurs soient de nouveau sur pied. Faire de ces hommes des gladiateurs représente un investissement que Rome peut alors se permettre. Grâce à l'expansion de ses frontières, l'Empire ne craint pas d'être à court de sang neuf. Esclaves, détenus et soldats capturés sont envoyés vers Rome depuis les 4 coins de l'Empire. C'est là qu'on les destine à prendre part au grand spectacle. Dans la caserne des gladiateurs, on les transforme en machines à combattre, dont les forces et les faiblesses individuelles sont savamment ajustées. Le rétiaire, armé d'un trident et d'un filet, affronte le sécutor, un poids lourd équipé d'un bouclier pesant et d'une épée. Chaque gladiateur est opposé à un adversaire bien précis, sélectionné pour garantir les combats les plus spectaculaires possibles, dont l'issue est tour à tour héroïque ou fatale. Fabian a découvert que ces ossements rarissimes pouvaient lui fournir d'autres informations encore, relatives à leur vie quotidienne et à leur régime alimentaire. La nourriture assimilée par un individu laisse toujours une trace chimique dans ses os. Pour analyser les éléments chimiques contenus dans les ossements de ces gladiateurs, il en réduit un échantillon en poudre et le mélange à une solution. Lorsqu'il place la solution au contact d'une flamme, la couleur spécifique de la combustion qui en résulte permet de déduire la nature des éléments chimiques contenus dans l'os. Comme vous pouvez le voir, la flamme a une teinte rouge-orangée très vive. Cette couleur correspond à des ossements très riches en strontium. Les gladiateurs présentent un taux de strontium 2 fois plus élevé que la normale. Le strontium est un élément semblable au calcium et qui a comme vertu de renforcer la solidité des os. Son taux très élevé dans ces ossements fait penser à Fabian que les gladiateurs devaient bénéficier de compléments alimentaires. Certains écrits romains font mention d'une boisson spécifiquement destinée aux gladiateurs et qui aurait contenu des cendres. L'ingestion de cette cendre pourrait expliquer ce taux très élevé de strontium. Les os ont besoin de minéraux et les cendres de cette boisson constitueraient une source de minéraux idéale. C'est assez difficile à imaginer pour être honnête. Mais je pense que cette boisson riche en cendres que l'on donnait aux gladiateurs est un peu l'équivalent antique de nos boissons énergisantes. 6. Waouh. Il reste un ultime test à mener. En prélevant le collagène contenu dans l'émail dentaire des gladiateurs, Fabian recueille des informations complémentaires sur leur alimentation. On a connaissance d'un régime alimentaire spécifique aux gladiateurs à base d'orge et de haricots. Les résultats de nos analyses ont confirmé que l'orge et les haricots étaient bel et bien des aliments présents de façon prépondérante dans leurs repas. Ils consommaient par ailleurs très peu de viande, ce qui veut dire que leur alimentation était principalement végétarienne. Ces résultats ont été une réelle surprise, en ce qui me concerne en tout cas.
Les gladiateurs qui s'affrontent dans le Colisée ont commencé leur vie en paria, à la marge de la société romaine. Mais par les soins attentifs dont ils ont fait l'objet, ils sont devenus des machines de combat d'une efficacité redoutable à travers lesquelles Rome démontre sa force. D'un côté, leur vie n'avait pas plus de valeur que celle d'un animal, et de l'autre, on les considérait comme des superstars. Ces nouveaux héros du Colisée sont l'attraction centrale d'un spectacle destiné à mettre en scène la puissance de l'Empire, tout en encourageant la fibre patriotique de son peuple. Pour Rome, cet amphithéâtre est devenu le plus efficace des outils de propagande. Lorsqu'il bâtit le Colisée pour les habitants de Rome en l'an 80 de notre ère, l'empereur a d'abord à cœur de récupérer le soutien du peuple en lui offrant le spectacle de batailles à couper le souffle et de massacres terrifiants. Mais pour les citoyens venus des quatre coins de l'Empire, les jeux eux-mêmes ne représentent pourtant que l'un des multiples attraits de l'amphithéâtre. De quelle manière cet édifice parvient-il à retenir l'attention de ses visiteurs une fois qu'ils ont quitté les tribunes de l'arène? Il arrivait que les jeux se prolongent durant plusieurs semaines, ce qui générait une très intense activité, aussi bien de jour que de nuit. Aujourd'hui encore, les vestiges monumentaux du Colisée suscitent l'admiration. Tu m'étonnes. Mais il y a 19 siècles, l'amphithéâtre était autrement plus impressionnant. Ces blocs de pierre, aujourd'hui érodés par le passage de 2 millénaires, arborent alors des surfaces impeccablement polies. Sous ces arcades de proportions parfaites, on peut admirer de nombreuses statues de marbre et d'or, élevées à la gloire de Rome. La paroi externe de l'édifice possède une circonférence maximale de 600 mètres et culmine au-dessus des plus hauts bâtiments de la ville. C'est le plus grand bâtiment unique jamais bâti par l'Empire romain. Dans la Rome d'aujourd'hui, il ne reste que peu de traces des infrastructures d'époque, au-delà des murs de l'amphithéâtre. Mais Wolfgang Neubauer pense que ce haut lieu de divertissement romain était loin de se résumer à son arène. Non loin de Vienne, en Autriche, il espère trouver de nouvelles preuves des installations architecturales mises en place par l'Empire autour de ces amphithéâtres. Sous ces champs se cachent les vestiges d'une mystérieuse cité romaine, aujourd'hui disparue, Carnuntum. Elle disposait notamment de son propre amphithéâtre, bâti sur le modèle du Colisée. L'ensemble des vestiges de ces bâtiments, leurs murs, leurs sols, tout est invisible à l'œil nu. On ne voit qu'une prairie verdoyante et pourtant il y avait une ville immense à l'endroit où nous sommes. Merde, j'ai Le perdu un... quartier central de Carnuntum couvrait une superficie approximative de 10 000 mètres carrés. Mais contrairement à Rome, rien n'a jamais été rebâti au-dessus des ruines de Carnuntum. En sous-sol, les vestiges de chacun de ces bâtiments demeurent intacts. Cette cité cachée pourrait aider Wolfgang à mieux identifier les divers édifices qui entouraient le Colisée et à comprendre le rôle qu'ils ont joué. Pour débusquer les bâtiments enfouis, il se sert d'un radar capable de visualiser le sous-sol. Hop là. Cet appareil envoie dans le sol des impulsions électromagnétiques qui rebondissent sur les structures présentes sous la surface et révèlent à nos yeux l'antique ville oubliée. Le moindre moellon enfoui là-dessous nous renvoie le signal radar que nous émettons. C'est pour cela qu'on arrive à reconstituer des images 3D du sous-sol. Les données collectées par ce système échographique sont converties en images, grâce auxquelles Wolfgang peut cartographier l'ensemble de la ville. C'est la plus vaste opération de ce genre menée à ce jour sur le site d'une ville romaine. Tout est resté préservé sous terre, et il nous suffit de rendre les structures visibles en surface. Les relevés de Wolfgang révèlent un amoncellement de bâtiments autour de l'amphithéâtre lui-même. On a désormais le plan d'un quartier entièrement nouveau de Carnuntum, situé en dehors de l'enceinte de la ville et bâti en relation directe avec l'amphithéâtre. Un village entier est né autour de l'amphithéâtre pour satisfaire les besoins des foules qui se pressent ici, comme aujourd'hui aux abords d'un stade de football, et comme autour du Colisée. La cartographie radar de cette agglomération invisible montre aussi que les héros des jeux du cirque, les gladiateurs, avaient droit à un traitement particulier. C'est la première caserne de gladiateurs retrouvée hors de Rome, dont le site était entièrement reconstitué.
On distingue très clairement un alignement de petites pièces. Il devait s'agir des cellules destinées aux gladiateurs. Il y a aussi une série de pièces peut-être consacrées aux soins médicaux, ainsi qu'un vaste réfectoire où ils pouvaient manger ensemble. Le site de la caserne de gladiateurs de Carnuntum est absolument unique. Le travail de Wolfgang met en lumière les moindres aspects de la vie quotidienne des gladiateurs à l'intérieur de leur caserne. Mais ces images révèlent également le rôle joué par tous les commerces apparus autour de l'amphithéâtre. Wolfgang Neubauer a identifié à l'intérieur de l'espace d'entraînement une autre structure révélatrice du statut des gladiateurs. Dans la cour de la caserne, il y a une arène circulaire avec un gros trou de poteau creusé au centre. Ce petit truc là, servait il m'en de faut réceptacle 32. à la base de Palus, le poteau dont se servaient les gladiateurs pour s'entraîner. L'arène d'entraînement avait une importance particulière parce que c'est à cet endroit que se rendaient ceux qui finançaient 4 les fois jeux 8, pour 32, sélectionner non? les gladiateurs appelés à... Attends. 6 x 4, 24. 7 x 4, 28. 8 x 4, 32. C'est ça, hein? 8 x 4. Bah, La caserne des gladiateurs produit des combattants de choc. Ils sont formés pour divertir les foules toujours plus nombreuses à se rendre dans cette ville romaine en plein essor. Les vestiges sont ceux d'une ville où se tiennent alors des combats de gladiateurs, comme c'est le cas au Colisée. L'amphithéâtre de Carnuntum est le 4e plus grand de tout l'Empire romain. Oh! Aux alentours s'étend tout un réseau de rues. La route principale menant en ville est bordée d'échoppes de restauration rapide, de boutiques de souvenirs et de commerces destinés aux foules considérables qui empruntent cet axe. C'est où Il Carnuntum existe déjà? même J'ai loupé des l'info. gladiateurs qui disposent d'une salle d'entraînement chauffée, d'un jardin et de thermes. 3. Les combattants de l'arène ont à leur disposition tout le confort imaginable. Les découvertes de Wolfgang Neubauer en Autriche apportent une vision plus globale de la place du Colisée dans la ville antique de Rome. la mise en relation de toutes ces informations avec les images obtenues grâce au relevé sur le terrain nous montre que l'organisation des Jeux entraînait une activité de très grande ampleur. À travers toute l'Europe, des répliques du Colisée offrent aux nouveaux citoyens de l'Empire l'occasion de participer à cette activité. Ah, il y en a 2 qui sont collés. Bon, on les fera plus tard. Wolfgang Neubauer a mis au jour des restes d'objets proposés aux visiteurs de l'amphithéâtre en souvenir de leur journée au jeu. Ceci est le fragment d'une lampe à huile qu'on pouvait acheter en guise de souvenir des jours de spectacle. Dessus, on a fait figurer 2 gladiateurs en train de s'affronter. On peut imaginer que sur les étals des boutiques, toute une variété de souvenirs différents étaient alignés, parmi lesquels chacun pouvait faire son choix. Certains de ces souvenirs semblent incroyablement familiers à l'observateur contemporain. Ce que nous avons là est une statuette à l'effigie d'un gladiateur. Les statuettes telles que celle-ci étaient vendues devant l'amphithéâtre. C'était une manière pour le public d'exprimer leur ralliement à leur gladiateur favori. C'est bien sûr très excitant d'avoir retrouvé des représentations authentiques de ces gladiateurs qui descendaient dans l'arène pour y livrer un combat sans merci. Élevé au rang d'idole, le gladiateur est une cheville ouvrière de l'effervescence générée autour de l'amphithéâtre durant les Jeux. Les jours de spectacle avaient une importance capitale pour la ville dans son ensemble. C'est fantastique de pouvoir faire ressurgir tout cela, de comprendre les différents ressorts de cette activité centrée autour du divertissement, devenu un ressort économique puissant. Avec une industrie du divertissement aussi développée, le gagne-pain de nombreux citoyens dépend des Jeux, ici comme à Rome. Le Colisée et les amphithéâtres auxquels il a servi de modèle sont une manne pour l'Empire. Les découvertes faites à Carnuntum ont bousculé notre approche de l'organisation des combats de gladiateurs dans les provinces romaines. Il ne s'agissait pas de spectacles itinérants avec des gladiateurs voyageant de ville en ville. On avait affaire à une activité stable qui se déroulait dans des infrastructures pérennes et qui brassait beaucoup d'argent. Mais les représentations souterraines de Wolfgang ont aussi permis une découverte majeure aux yeux de tout archéologue. Un cimetière distinct situé à l'écart de la ville, mais aux alentours directs de l'amphithéâtre. On est juste au-dessus de l'emplacement de ce cimetière. Pourrait-il s'agir d'un cimetière de gladiateurs? Les gladiateurs n'avaient pas le droit d'être enterrés dans un cimetière classique.
Mais si on prend en compte toutes les infrastructures en rapport avec l'amphithéâtre, ainsi que les tombes isolées localisées ici, il est très probable qu'on se trouve sur un site où l'on enterrait principalement les gladiateurs. Une telle découverte est rarissime. Si cette théorie s'avère exacte, Wolfgang Neubauer a identifié le second cimetière de gladiateurs connu à ce jour. Cela prouve que les gladiateurs de Carnuntum, qui n'étaient que des attractions lors des Jeux, étaient considérés néanmoins comme des individus. Durant les premiers siècles de notre ère, le Colisée est la pièce maîtresse d'une vaste entreprise de propagande et de divertissement. Les Romains de l'Antiquité se restent ici par milliers pour se laisser éblouir par les légendes vivantes de l'Empire, les gladiateurs. Si la véracité historique des combats à mort organisés dans l'arène est plus approuvée, il n'en va pas de même des gigantesques batailles navales qui s'y seraient aussi déroulées. Le Colisée avait vocation à être la vitrine de l'Empire. Donc je pense qu'il n'est pas improbable que les Romains aient organisé des spectacles aquatiques de ce genre. Mais comment des navires de guerre auraient-ils pu s'affronter dans cette arène? Un élément de réponse est enfoui juste à côté du Colisée. Une canalisation d'1 mètre de large qui passe juste sous les parois de l'amphithéâtre. 6. Les archéologues pensent que cette canalisation pourrait être raccordée à un réseau complexe constitué d'étranges rigoles, convergeant toutes vers le centre de l'arène. Il est où, 6e? Merde. Est-il possible qu'il s'agisse là des vestiges d'un gigantesque système hydraulique capable d'inonder l'arène du Colisée? L'empereur aurait ainsi pu faire organiser des batailles navales grandeur nature et affirmer de façon incontestable la puissance et la supériorité technique de Rome. La légende des batailles navales du Colisée trouve son origine dans un unique texte. L'arène est décrite comme étant inondable en quelques heures à peine. Comment une telle prouesse serait-elle réalisable? Sur les hauteurs des montagnes qui se dressent aux alentours de Rome, Valérie Higgins tente de trouver une réponse à cette question. Ses investigations débutent sur le site de l'un des plus célèbres aqueducs de la ville de Rome, l'Aqua Claudia. C'est le plus grand des 11 ouvrages d'art monumentaux qui approvisionnaient en eau la cité antique. On voudrait déterminer la quantité d'eau qui pouvait s'écouler dans cet aqueduc, mais aussi la manière dont cette eau était acheminée jusqu'à la ville. Ça fois 3. Alors, Quelle difficulté présentait pour les Romains le fait d'inonder une arène? Pour l'aider dans ses recherches, Valérie a fait appel à Adriano Moravito, spécialiste des galeries souterraines romaines. Cet antique aqueduc, long de 69 km, approvisionnait autrefois le centre de Rome en eau potable. Sur la paroi, on peut voir la hauteur d'eau qu'il y avait à cet endroit. Le niveau maximal était de 50 cm, le reste était émergé. L'eau s'écoulait par gravité, elle n'était pas sous pression. Malgré toute leur ingéniosité, même les Romains n'étaient pas à l'abri d'une erreur. Pour percer ce genre d'aqueduc, il y avait 2 équipes à chaque extrémité qui creusaient de façon à se rencontrer à mi-chemin. Les Romains devaient sûrement compter sur leurs mesures topographiques pour que la jonction se fasse comme prévu. Mais comme on peut le voir, ce n'était pas toujours parfait. L'aqueduc fait un coude à l'endroit où les 2 galeries se sont réunies. Ils ont ajusté la direction de la galerie qui a été déviée vers la droite de façon à pouvoir être raccordée avec celle de l'autre équipe. Quand on fait le parallèle avec des chantiers contemporains équivalents, et malgré tout l'équipement dont on dispose aujourd'hui, ce n'est jamais évident de réussir une jonction entre 2 tronçons de galerie. Si l'on imagine les outils beaucoup moins perfectionnés avec lesquels les Romains ont travaillé, c'est une vraie prouesse d'avoir accordé ces 2 galeries avec une telle précision. La grande maîtrise technique des Romains ne les empêchait pas de s'accommoder de certaines approximations. On est toujours fasciné par les réussites des Romains. Mais il ne faut pas oublier qu'ils procédaient souvent à tâtons, en ajustant au fur et à mesure. le pifomètre. Quand ils se lançaient dans un projet, il arrivait qu'une erreur vienne compliquer le chantier. Mais tant que cette erreur n'affectait pas directement l'empereur, qu'elle ne portait pas préjudice au rendu extérieur de l'ouvrage ou qu'elle n'était pas rendue publique, ce n'était pas grave. Valérie veut déterminer si le débit de cet aqueduc aurait été suffisant pour inonder l'arène du Colisée en l'espace de quelques heures.
Ce qu'on aimerait faire, c'est mesurer la hauteur de l'aqueduc en un point donné et prendre la même mesure plus loin afin de calculer la déclivité. La pente de l'aqueduc les aidera à estimer à quelle vitesse l'eau coulait en direction de Rome. Ici, le repère est à 110 cm, là-bas à 87 cm, soit une différence d'élévation de 23 cm sur 9 mètres. Ils s'aperçoivent que la pente de l'aqueduc est très douce, puisque sa valeur est de seulement 2,5%. Les Romains ne voulaient pas d'une déclivité trop forte, car en circulant trop vite, l'eau endommageait les structures. Et les travaux de Valérie montrent que le débit de cet aqueduc aurait été trop faible pour remplir le Colisée à la vitesse rapportée dans la légende. L'arène du Colisée est incroyablement vaste. Et même si le niveau de l'eau n'arrivait pas très haut, disons aux alentours d'1,5 mètre, il est difficilement concevable que l'eau qui circulait ici ait pu suffire à inonder l'amphithéâtre. Valérie pense que l'aqueduc ne constitue qu'une partie de la réponse. D'après elle, une pièce essentielle du puzzle fait défaut pour comprendre le système hydraulique complexe mis en place par les Romains. De nombreux aqueducs, 11 au total, approvisionnent Rome en eau potable. Selon la théorie avancée par Valérie, un immense réservoir d'eau a été bâti non loin du Colisée au moment de sa construction. Ce réservoir a une capacité suffisante pour inonder la piste en une seule fois. Le réseau de canaux circulaires aménagés sous l'amphithéâtre se charge quant à lui de répartir l'eau stockée rapidement et de façon homogène à la surface de l'arène. De quoi permettre de spectaculaires batailles navales. On se débarrasse ensuite de l'eau au moyen de 4 larges canaux d'évacuation qui assèchent de nouveau la piste pour les jeux suivants. Mais si un réservoir de très grande taille a bien été utilisé pour remplir d'eau le Colisée, où se trouve-t-il? Avec l'aide du docteur Matteo Baroni, Valérie suit le parcours de l'aqueduc à travers les rues de Rome. Près du Colisée, elle découvre les décombres partiels d'une structure bien plus grande qui se dressait autrefois à cet endroit. Serait-ce la pièce manquante du puzzle? On se trouve face aux vestiges d'une fontaine monumentale. Il y a une caractéristique intéressante au sujet de cette fontaine. C'est le fait qu'elle était équipée d'une citerne. Valérie estime que la structure d'origine, aujourd'hui disparue, était assez volumineuse pour y stocker les quelques 16 000 mètres cubes d'eau nécessaires à inonder l'arène du Colisée. Le Colisée est juste en face, donc il aurait été relativement simple d'y envoyer de l'eau emmagasinée à l'endroit où nous nous trouvons. Mais il fallait pouvoir compter sur un débit suffisant pour transférer toute cette eau en quelques heures. Valérie procède à un ultime relevé pour calculer la pente entre le réservoir et la base du Colisée. Il y a 6 mètres de dénivelé entre ici et le Colisée. La pente est très raide depuis le site où nous sommes. Il y a une déclivité importante. On peut envisager une pression hydraulique assez forte au départ du réservoir pour pousser l'eau vers l'intérieur du Colisée en un temps très réduit. Les conditions sont réunies pour que ça semble envisageable. L'architecture et les dimensions spectaculaires du Colisée sont délibérément conçues pour asseoir la grandeur de l'Empire. C'est ici que Rome entretient la fascination qu'elle exerce sur ses citoyens. Ok, alors, combien? 38 minutes, ok. J'ai construit tous les trucs qu'ils m'ont demandé là, et maintenant je vais devoir les assembler. Et normalement ça devrait donner quelque chose de plus stylé, consistant, t'as compris, tu connais. Et voilà. Le public qui assiste au jeu n'imagine pourtant pas le dédale de galeries qui se cache au-dessous de l'arène. Ce qui est alors l'envers du décor s'expose aujourd'hui à la vue des visiteurs du Colisée. Mais ces vestiges sont désormais c'est ça. Pour révéler tous leurs secrets. C'est ça, ce dont il parle. Heinz Peste a travaillé sur le site de l'amphithéâtre de Capoue une réplique exacte du Colisée. Il pense avoir identifié des éléments qui indiquent que les Romains étaient capables de faire sortir de nulle part des animaux exotiques tels que des lions ou des tigres. Dans l'ensemble du monde romain, on répertorie seulement 2 autres amphithéâtres comparables à celui-ci. Nous nous trouvons dans l'hypogée, la partie de l'édifice située sous le niveau du sol. Ces murs souterrains sont truffés d'indices précieux.
Ils sont susceptibles de révéler à Heinz les techniques destinées à émerveiller les foules par des spectacles spécialement conçus pour célébrer la grandeur de Rome. Il ne lui faut que peu de temps pour identifier au sein des ouvrages de maçonnerie toute une série de cavités révélatrices. Et Nous sommes capables d'expliquer la présence Casse les des couilles, là. cavités que l'on observe dans le parement de ces murs. voilà. Nous avons une idée précise de ce qui s'est passé ici. Ces petites niches pratiquées dans les parois constituent pour Heinz des indications essentielles. Elles révèlent que ces travées de pierre abritaient autrefois une machinerie théâtrale d'une grande complexité. Tout un système d'ascenseurs, de trappes et de rampes d'accès. Un ascenseur était installé à cet endroit. On voit très bien dans le sol les trous correspondant à l'emplacement des 4 poteaux de sa charpente. Cette machinerie théâtrale constitue la pierre angulaire des spectacles époustouflants mis en scène dans l'arène. Heinz a même découvert ce qu'il pense être les vestiges d'un cabestan servant à actionner l'un des ascenseurs. C'est le socle de l'axe du cabestan. On s'arc-boutait sur les leviers horizontaux pour mettre le mécanisme en mouvement. Il fallait 4 personnes pour actionner une telle machine. Ces cabestans étaient utilisés pour soulever des animaux ou d'imposants éléments de décor exotiques destinés à impressionner le public. Il faut s'imaginer qu'on avait installé le long de ces galeries une série de rampes mobiles surmontées de toutes sortes d'installations scéniques. Ces rampes avaient pour fonction de créer des ambiances en rapport avec les spectacles qui se déroulaient dans l'arène et avec les animaux qui y étaient présentés. Il y avait toutes sortes de décors, par exemple des arbres et des rochers, quand il y avait des ours, ou bien des dunes et des palmiers quand on faisait monter dans l'arène des lions, des panthères ou des tigres. Heinz pense que de nouveaux éléments révèlent l'ampleur des machines utilisées pour les jeux, tout en expliquant comment des animaux sauvages de très grande taille ont pu être hissés dans l'arène. L'explication est à trouver sous le plancher de l'amphithéâtre, dans cet hypogée divisé en une multitude de compartiments en béton. Dans chacune de ces travées, les ingénieurs de l'époque romaine ont installé des ascenseurs très élaborés, au moyen desquels les bêtes féroces étaient hissées dans l'arène. Un cabestan actionné par des esclaves permet de treuiller les animaux en cage jusqu'au niveau des trappes aménagées dans le plancher de l'arène. Alors là, les gars, ça commence à avoir vraiment... Fauves et gladiateurs Ça ressemble à... Voilà, enchantement. on est en train de vraiment construire un colisée. Qui va faire... Ouais, il est joli. Ah, il n'y a plus Internet? Il est combien là? 42 minutes? J'aurais pas le temps en 7 minutes En moins de 10 minutes, j'aurais pas le temps d'aller plus loin. Donc je pense que cet épisode-ci s'arrête ici. Et de toute façon là, s'il y a un problème de Wi-Fi... Oh, j'ai mal au cou. S'il y a un problème de Wi-Fi, il reste combien de temps? Il reste 10 minutes du documentaire. Donc on va le regarder la prochaine fois. Et puis voilà. Je suis content, il commence à être vraiment beau. Et ben voilà, du coup je viens de terminer l'étape 12. Donc la prochaine fois on va commencer l'étape 13. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas simple en vrai de construire un truc rond en Lego. Tu vois, c'est vrai que c'est... Les Lego, c'est quand même le principe, c'est que c'est des carrés. Donc, ouais. Et ben écoute, allez. Oh là là. Oh putain, comment je me traîne. Allez, à la prochaine.